à tous, bienvenue sur le campus Afrique de la 7e édition de BPI France InnoGénération. Je suis Tini Doussand Ramirez, déléguée internationale chez BPI France pour la région Sud et je suis ravie de vous accueillir sur cet atelier Libérer le potentiel de l'économie bleue en Afrique de l'Est pour favoriser une croissance durable. Vrai point névralgique des économies est-africaines, les ports maritimes de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie sont contraints de se transformer pour améliorer leur rendement et accompagner la forte croissance économique de la région, la plus importante du continent africain. Un développement placé sous le prisme de l'économie bleue. Le président kényan en a fait sa priorité avec de nombreux projets clés, notamment soutenus par l'ONU Environnement. Et son voisin tanzanien partage les mêmes problématiques, a également fait le choix de cette stratégie de développement alliant croissance économique et préservation de l'environnement. Aujourd'hui, pour traiter ce vaste sujet, je suis accompagnée par 3 intervenants spécialistes de la zone. Je vais passer la parole à Jérôme Baconin, chef du service économique régional basé à Nairobi. Jérôme, bonjour. Pouvez-vous nous partager un rapide panorama de la situation macroéconomique de la Corne est-africaine et les perspectives à venir, et également nous donner quelques conseils pour les entreprises françaises qui nous écoutent et qui seraient intéressées par cette région de l'Afrique. Bonjour, donc je vais essayer d'être bref, donc je ne vais pas vous abreuver trop de chiffres. Donc je comprends qu'on examine prioritairement 3 pays de cette région, Kenya, Tanzanie, Djibouti. Donc 3 pays qui sont à des échelles très différentes quand même. Djibouti est un petit État d'1 million d'habitants, État clé puisque c'est un État qui est totalement tourné sur la façade maritime, dont l'économie est totalement dépendante de l'activité de son port. Alors ces 3 pays qu'on démarre tout de suite ont tous les 3 souffert de manière inégale certes, mais souffert quand même des conséquences économiques de la crise sanitaire que nous avons tous connus. L'impact sur ces économies a porté d'abord sur la croissance. L'économie kenyane, pour la première fois depuis des décennies, a affiché une récession en 2020, une récession modeste de moins 0,3%. Je dirais quelquefois que si on était en France, on serait ravi d'avoir eu que moins 0,3%. Simplement, dans un pays de la démographie du Kenya, l'impact de ces moins 0,3% est nettement plus important que peut donner l'impression ce chiffre. Cette crise économique qui a accompagné le Covid a eu un impact social très très fort au Kenya, avec une destruction de 750 000 emplois en 2020, auxquels vous pouvez ajouter les 750 000 emplois non créés pour absorber la jeunesse qui rentre sur le marché du travail. Donc en fait, c'est 1 500 000 emplois quasiment qui n'ont pas été créés ou ont été détruits en 2020. Donc vous imaginez l'impact social. Le niveau de pauvreté s'en est encore ressenti. Le niveau de pauvreté était déjà assez élevé malgré tout, puisque près d'un tiers de la population est considérée comme vivant sous le seuil de pauvreté au Kenya, 30,8% exactement aujourd'hui. Donc là aussi, une augmentation de près de 200 000 personnes basculant sous ce seuil de pauvreté en plus de la population qui était déjà touchée, et une dégradation générale des finances publiques qui étaient déjà dans une situation, on va dire, un peu difficile de par l'importance de l'endettement du pays, notamment endettement vis-à-vis de la Chine. Et aujourd'hui, cet endettement atteint des niveaux qui ne sont pas tant des niveaux importants en ratio dette par rapport au PIB, mais beaucoup plus en coût du service de la dette et donc des échéances à rembourser. Et aujourd'hui, le Kenya, quand on fait des extrapolations, doit consacrer près de 60% de ses recettes fiscales au remboursement du service de sa dette pour l'année fiscale qui nous occupe. Et pour les années à venir, on se rapprocherait même des 70% des recettes budgétaires. Donc ceci pour vous dire que la situation du Kenya est aujourd'hui très compliquée sur le plan des finances publiques. Pour essayer de donner, dans un paysage qui peut paraître un peu sombre, d'autant plus que le FMI a déclaré il y a maintenant de cela 2 ans le Kenya en risque de surendettement élevé, juste pour vous donner un peu le panorama. Le côté positif qu'on peut mettre en avant dans cette situation, d'abord, c'est que 2021
est prévu un rebond de l'économie, un peu comme partout d'ailleurs, hein, même si ce rebond est encore incertain, dire l'ampleur du rebond est encore un peu incertain à cause notamment de cette période de lockdown que le pays a connue au printemps dernier, en 2021. On tablait sur un rebond qui pourrait atteindre ou dépasser les 7%. Aujourd'hui, on est plutôt sur une estimation qui serait aux alentours de 6%, voire un petit peu moins. Enfin, un rebond quand même. Une élection présidentielle qui arrive en 2022, à l'été 2022, qui va évidemment peser un peu sur la qualité de la reprise dans les mois qui viennent, et notamment sur le poids des finances publiques et de l'impact social de la crise, dont on se demande exactement comment il va être traité dans cette période. Et donc, je disais, la bonne nouvelle qu'on peut peut-être avoir par rapport aux entreprises françaises, c'est que la France est néanmoins dans une situation comme celle-ci, le 5e investisseur étranger au pays, au Kenya. Donc, le Kenya a un vrai attrait pour les entreprises françaises. Hein, nous sommes juste derrière Maurice, Afrique du Sud, Royaume-Uni et États-Unis. Et on arrive en stock d'IDE, donc en 5e position, premier de l'Union européenne quand même. C'est rare qu'on soit devant l'Allemagne, hein, je le souligne. Ce qui montre l'attractivité du pays pour les entreprises. Alors évidemment, l'attractivité est liée au fait que c'est un pays qui est très ouvert sur le secteur privé. Hein. En témoigne son classement dans l'avant-dernier ou dernier Doing Business, dont on pense que ce sera d'ailleurs le dernier Doing Business avant longtemps, puisque la Banque mondiale a suspendu ce classement. Mais le Kenya se classait en gros autour des 50-55e places, donc un classement plutôt positif. Alors le principal attrait pour les entreprises, je pense, c'est la profondeur du marché, avec une vraie classe moyenne qui existe, une classe moyenne sup même, je dirais. Hein. Le pays est un pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure, donc ça fait partie des pays, on va dire, toutes choses égales par ailleurs, hein, mais aux revenus un peu plus élevés, parmi les plus élevés d'Afrique. Un secteur privé très dynamique. Et si je devais faire une recommandation aux entreprises françaises qui s'intéressent au Kenya aujourd'hui, dans ce contexte préélectoral de crise des finances publiques, je dirais n'allez pas chercher du côté de la commande publique ou de financement externe pour financer votre projet. Allez plutôt vous concentrer sur des recherches de projets privés-privés et des vraies mises en relation avec des acteurs privés de l'économie kenyane, une économie encore une fois dynamique, hein, avec des groupes qui, eux, sont plutôt solides, ont bien traversé la crise. Donc voilà, si je devais vraiment aller sur quel type de conseil à donner, un peu plus général et indépendamment du secteur d'ailleurs, j'ai envie de dire, hein, pour le coup, je dirais vraiment chercher avant tout les bons partenaires privés sur vos projets, beaucoup plus que de vous intéresser à des projets publics qui sont beaucoup plus longs et beaucoup plus compliqués dans ce contexte-là à mettre en œuvre. Hein. Alors voilà pour le Kenya, un peu brossé en grandes lignes, hein, ce que je peux dire. Je vais prendre, si vous permettez, peut-être la Tanzanie. La Tanzanie, c'est le pays qui a sans doute le moins de difficultés, bien qu'ils aient eux aussi quand même subi les conséquences économiques de la crise, mais le moins de difficultés dans le domaine des finances publiques. Alors la croissance tanzanienne, qui était de l'ordre de 7% avant la crise, évidemment, s'est ralentie très fortement, mais le pays n'a pas été en récession. On est tombé à 1% de croissance simplement en 2020. Là aussi, dans les démographies qu'on connaît, 1% de croissance, en fait, ça veut dire en termes réels une récession malgré tout. Hein. La démographie est plus importante une croissance de 1% ne permet pas d'absorber cette démographie. Donc, le pays reste en croissance positive, même si c'est largement insuffisant pour satisfaire ses besoins de rattrapage et d'absorption de sa population qui rentre sur le marché du travail. Pour autant, le pays, dans ce contexte économique pas forcément très simple pour lui, s'en sort un peu mieux que les autres en termes de finances publiques. C'est le pays de la région qui a quasiment la dette publique la plus faible, parce que son président pendant longtemps, le président Magufuli, qui est décédé en mars 2021, le président Magufuli était très réticent à endetter son pays, était très réticent il cherchait à garder pas tout à fait l'équilibre budgétaire, mais presque. Et donc, on se retrouve un pays qui a une meilleure santé en termes de finances publiques que les pays de la région. Par contre, malgré ce point plutôt positif, le pays n'est pas un pays qui a une très très bonne réputation en termes de climat des affaires, pas tellement pour des problèmes liés, comme on peut le rencontrer trop souvent au Kenya, à des sujets de corruption par exemple,
beaucoup plus pour des sujets de lourdeur procédurière que le pays n'a pas encore surpassé. Le pays était quand même classé en 2020 encore à la 141e place du classement Doing Business, oui, donc très loin par rapport au Kenya qui est dans la 55e, donc très loin. Même si la nouvelle présidente, et là c'est un petit peu le côté positif que je voudrais mettre en avant, la nouvelle présidente de Tanzanie a eu un discours au moment de sa prise de pouvoir au décès de M. Magufuli, Madame Samia Suluhu Hassan a eu un discours très positif, beaucoup plus ouvert sur le secteur privé que ne l'avait son prédécesseur. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on met un petit peu justement la Tanzanie au défi de traduire en actes cette ouverture au secteur privé que sa présidente donc prône. C'est un défi aujourd'hui pour la Tanzanie. Il y a un vrai test pour ce pays, d'autant plus que le pays, pour le coup, a d'énormes besoins. Les opportunités, notamment pour le coup dans le domaine de l'économie bleue, entre les projets de nouveaux ports de Tanga, port pétrolier donc lié au projet Total, tous les projets de développement de Zanzibar qui sont tous tournés autour de l'économie bleue, elle aussi bien pêche que port. Le projet de port de Bagamoyo, même si c'est un projet qui risque d'être quand même très chinois. Mais enfin, on a beaucoup de projets qui ouvrent autant d'opportunités dans un pays qui est quand même très très grand, là aussi gros besoin d'infrastructures, et un pays qui a eu relativement peu recours à la dette. Donc un pays qui a encore des capacités de financer ses projets pour un temps. Alors un petit bémol simplement, le FMI, en raison des conséquences économiques de la crise notamment, vient de classer la Tanzanie en risque de surendettement modéré. Alors bon, c'est juste, nous pensons du point de vue du service économique régional que ce risque de surendettement modéré est surtout conjoncturel, lié à une chute notamment des recettes du tourisme, qui n'est pas forcément appelé à durer, et qu'on a bon espoir que la Tanzanie puisse rebasculer dans le risque faible qui était le sien précédemment. Donc, j'ai envie de dire, Tanzanie, pays à observer. Il ne faut pas négliger, c'est un grand pays, hein, il ne faut pas négliger qu'il y a des grands besoins, mais ça restera malgré tout un pays difficile. Et donc, je crois que si vraiment il y a un conseil à donner aux entreprises aujourd'hui, c'est s'armer de patience. Ne pas tout miser sur la Tanzanie, c'est bien peut-être d'avoir deux fers au feu quand on s'intéresse à la Tanzanie. C'est-à-dire s'intéresser à la Tanzanie avec un autre pays en même temps, de manière à avoir des projets qui peuvent avancer sur l'un des deux. Voilà pour la Tanzanie. Djibouti, alors Djibouti c'est un peu plus petit quand même, donc vous me permettrez alors, rapidement du coup. Plus rapidement, voilà exactement. Bon, Djibouti, c'est un pays qui traditionnellement est un pays quand même proche de la France, un pays dont on se sent proche nous-mêmes, mais c'est un pays qui lui aussi, malgré sa petitesse, ou peut-être à cause de sa petitesse et de sa dépendance sur une source de revenus, a pas mal souffert de la crise économique liée au Covid, avec une récession de moins 1% en 2020. Dans un pays qui est très dépendant de son port pour son économie, hein, et donc du transit vers l'Éthiopie, hein, c'est la porte d'entrée, pour le coup vraiment la porte d'entrée vers l'Éthiopie, un port qui est quand même très sinisé, si vous me permettez l'expression, qui pèse beaucoup l'endettement que Djibouti a dû concéder pour financer toutes ces infrastructures portuaires et ferroviaires, d'ailleurs pèse beaucoup dans les finances publiques du pays, qui depuis plusieurs années maintenant est en risque de surendettement élevé, donc sur lequel on n'a quasiment pas de moyens de mobiliser des financements souverains français, que ce soit du Trésor ou de l'AFD aujourd'hui. Donc un pays qui, de ce point de vue-là, espère beaucoup, mais auquel on a beaucoup de mal aujourd'hui à pouvoir voir ce qu'on peut exactement lui donner en termes de soutien export pour nos entreprises. Par contre, un pays sur lequel nous sommes attendus pour des investissements français, sur lequel il y a une très forte demande de France. Et certes, le marché reste petit, hein, on est 1 million d'habitants. Il y a cette porte ouverte vers l'Éthiopie. Alors évidemment, la crise éthiopienne aujourd'hui va sans doute peser sur l'avenir du développement de Djibouti dans cette situation-là. C'est vraiment une question qu'on se pose aujourd'hui, c'est l'influence de la crise éthiopienne sur l'évolution de Djibouti, sachant par ailleurs que le port de Djibouti voit poindre quelques menaces, si je puis dire, de concurrence qu'elle n'avait pas encore jusqu'à présent, avec le développement par Dubaï du port de Berbera en Somaliland. Peut-être un jour, mais ça c'est encore pour plus tard, si le port de Lamu au nord du Kenya se développe lui aussi.
Là, on est un peu dans l'hypothétique pour l'instant, mais enfin, on voit qu'il y a des petites menaces qui pèsent sur le port de Djibouti et que Djibouti va devoir se préparer à faire face à ces menaces, notamment pour être peut-être un peu plus concurrentiel que les autres dans cette situation. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais peut-être vous dire. Dernier point peut-être sur Djibouti pour conclure. Dans le Doing Business de 2020, Djibouti était quand même 112e, donc ce n'est pas non plus un très très bon classement. Ça veut dire aussi qu'il y a quand même pas mal de progrès à faire en termes de climat des affaires dans ce pays. Merci Jérôme pour ce rapide portrait. Donc maintenant, je vais passer la parole à Ludovic Prévost, qui est directeur Afrique de l'Est chez Business France. Ludovic, selon vous, pourquoi l'économie bleue peut représenter une réelle manne d'opportunités pour nos entreprises françaises? Et ensuite, vous avez organisé cet été le French Maritime Tour. Si vous pouviez également nous faire un petit compte-rendu et un petit débrief de cet événement et des opportunités que cela a généré pour nos entreprises. Merci. Ok, bah écoutez, déjà, merci beaucoup de me donner la parole, hein, et puis bonjour à toutes et à tous. Donc, je voulais peut-être démarrer en reprécisant rapidement ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire qu'est-ce que l'économie bleue finalement, parce qu'on a plusieurs définitions qui peuvent cohabiter, mais il s'agit, je dirais globalement, d'un concept économique qui est relatif à des activités qui sont liées aux océans, aux mers, à leurs côtes, et puis également à l'eau, je dirais, d'une manière générale, hein. Ça concerne pas mal de secteurs différents, puisqu'on peut parler aussi bien de produits de la mer, de transport maritime, de construction navale, d'énergie marine, de gestion de câbles sous-marins ou encore de sujets environnementaux au sens large. Donc bref, pas mal de secteurs d'activité sont, je dirais, concernés par ces sujets-là. Sur l'Afrique de l'Est, ça a été dit, effectivement, l'économie bleue, c'est un secteur qui est prioritaire pour les autorités, qui est considéré comme un axe de développement pour les économies locales, hein. On l'a précisé pour le Kenya tout à l'heure. Effectivement, le président Kenyatta, lors de sa réélection, avait annoncé que cette thématique serait une composante majeure de son second mandat. Et donc voilà, on est sur un sujet qui, je dirais, est important pour l'ensemble des économies de la région, et en particulier pour le Kenya et la Tanzanie. Sur la problématique des opportunités, je noterai 4 axes de développement, je dirais. Le premier qui concerne le développement portuaire. Vous avez le port de Mombasa, qui est le plus gros port de la région, hein, qui est suivi par celui de Dar es Salaam, et qui sont également, je dirais, des portes d'entrée sur l'Afrique de l'Est. Il faut savoir, à titre d'exemple, hein, que 35% du débit du port de Dar es Salaam, il est destiné aux pays enclavés de la région, tels que le Malawi ou encore la RDC, par exemple, hein. Et le fait que ces deux ports soient des ports d'entrée sur le reste de la région implique également des problématiques de développement, je dirais, des axes routiers et ferroviaires, donc des infrastructures qui vont avec, et qui sont des sujets, je dirais, connexes à la thématique de l'économie bleue, mais qui sont également, je pense, importants à prendre en compte. Sur la problématique même du développement portuaire, faut noter que les ports de Mombasa et de Dar es Salaam, ils sont aujourd'hui complètement saturés et qui nécessitent d'être développés, que ce soit sur je dirais les infrastructures même, mais également sur des problématiques de gestion, puisque on constate souvent des retards, et les professionnels du secteur vous disent que les choses pourraient être, en étant mieux gérées, beaucoup plus fluides et surtout vecteur de beaucoup plus de croissance pour les pays en question. Jérôme Baconnet a cité le port de Lamu, mais il existe d'autres projets de développement portuaire dans la région, hein. Je pense par exemple au port de Shimani au Kenya pour la pêche, ou encore à celui de Tanga, qui reliera, je dirais, la Tanzanie et l'Ouganda à travers la construction d'un pipeline qui se fait dans le cadre du développement d'un projet pétrolier en Ouganda. Il y en a d'autres, hein, certains ont été cités par Jérôme tout à l'heure. Le deuxième axe, c'est celui dont je voulais parler, celui de la pêche, et encore plus particulièrement celui de l'aquaculture, puisque on est sur des régions qui ont des fortes ressources en eau, que ce soit à travers la côte, mais également à travers le lac Victoria, hein, qui se partage entre le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Et je crois
à titre personnel que c'est un sujet très important il pourrait participer, si la filière se développe, je dirais, convenablement, à contribuer aussi à la sécurité alimentaire des populations de la région, ce qui est pour le Kenya, par exemple, un des piliers de l'agenda des Big Four du président Kenyatta. Le troisième axe, c'est celui du renforcement de la sécurité maritime, avec le lancement d'un mécanisme de surveillance et de contrôle de l'océan Indien, hein, qui vise à lutter aussi bien contre la piraterie ou encore la problématique de la pêche illicite, et qui peut être vecteur d'opportunités pour nos entreprises à travers, par exemple, la fourniture de bateaux au service des gardes-côtes kenyans. Et enfin, le quatrième axe, c'est celui de l'environnement, j'en ai parlé. Alors là, c'est assez varié. On peut parler de la gestion des déchets, on peut parler de la dépollution des eaux, mais également de problématiques de sauvegarde de la biodiversité ou des mangroves, par exemple, pour la partie kenyane. Donc voilà, vous l'aurez compris, je ne peux pas être exhaustif sur ces sujets-là, mais on constate que de nombreuses opportunités, je dirais, sont à explorer par nos entreprises sur cette thématique de l'économie bleue. Et je dirais, ça a déjà été dit, mais également à condition d'être bien accompagné sur ces marchés. Ça, c'est un conseil que je pourrais donner effectivement aux entreprises, accompagné dans le sens de remplir un objectif qui va être celui d'identifier le bon partenaire local, c'est-à-dire un partenaire local solide qui va pouvoir, je dirais, localement porter l'offre des entreprises françaises, mais également pouvoir identifier des projets en cours ou à venir. Et le deuxième conseil que je pourrais donner aux entreprises, c'est celui de la persévérance. On est sur des sujets où les choses ne se font pas en 15 jours, et où il va falloir être patient et puis assurer un suivi important des premières démarches effectuées pour pouvoir espérer concrétiser. Voilà, ça c'est sur la première question. Sur la deuxième, qui concernait effectivement un petit retour d'expérience sur le French Maritime Tour qui a été organisé fin juillet entre le Kenya à Mombasa et puis Dar es Salaam en Tanzanie. Alors, voilà, on l'a dit, hein, la mission elle a eu lieu à la fin du mois de juillet, donc il est encore, je dirais, un peu tôt pour tirer des conclusions des rencontres qui ont été effectuées par les 9 entreprises qui ont participé à cette mission. D'ailleurs, on est en ce moment même avec des équipes de Business France en Afrique de l'Est en train d'accompagner les entreprises sur une phase de suivi de cette mission pour s'assurer, et j'en parlais à l'instant, que les liens qui ont été créés durant la semaine de mission puissent perdurer et je dirais porter leurs fruits, on l'espère. Et c'est, comme je le disais, le suivi pour moi, c'est quelque chose qui est primordial, hein. Il faut souvent plusieurs mois pour créer une relation de confiance avec les partenaires locaux. Et ça passe souvent d'ailleurs par une seconde mission, voire une troisième mission sur le terrain pour pouvoir entretenir cette relation et puis la développer. Et c'est, à mon sens, en effectuant sérieusement ce suivi-là qu'on peut, je pense, espérer développer des courants d'affaires. Voilà, pour en revenir à la mission de juillet et pour terminer, je voulais simplement ajouter que l'accueil qui nous a été réservé, en tout cas à la délégation française, tant au Kenya qu'en Tanzanie, a été réellement excellent. Les entreprises ont pu, au-delà du secteur privé, puisqu'il y avait une partie B2B bien sûr qui était accolée à cette mission-là, mais au-delà du secteur privé, elles ont pu s'entretenir avec des responsables à haut niveau dans les 2 pays. Je pense notamment à des ministres, par exemple le ministre des Transports en Tanzanie, mais également avec des représentants des comtés au Kenya ou encore avec les autorités portuaires des 2 pays. Bref, on a senti, je dirais, une vraie appétence pour l'offre française qu'on a menée avec nous. Et je dirais, pour conclure, que c'est plutôt de bon augure pour la suite. Parfait, merci Ludovic. Et on va souhaiter la même chose aux entreprises qui accompagneront le déplacement de Franck Riester dans quelques semaines, très bientôt au Kenya également. Donc on leur souhaite le même accueil. Merci Ludovic. Alors enfin, nous avons la chance d'avoir parmi nous Bruno Balfré, qui est le président de la société Hydroconseil, basée en région sud, dans le Vaucluse, qui est très présente en Afrique et notamment en Afrique de l'Est. Bruno, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Hydroconseil, également nous dire comment
se sont déroulés vos premiers pas sur cette zone d'Afrique de l'Est? Quel est votre regard à aujourd'hui sur la zone? Et puis aussi, quelques conseils et bonnes pratiques que vous pourriez transmettre à vos pairs qui sont intéressés par ce domaine-là et ce secteur. Merci Bruno. Bonjour à toutes et tous et merci de me donner la parole et me donner l'occasion de présenter Hydro-Conseil. Donc, nous sommes une société d'ingénierie indépendante qui a été créée il y a 25 ans maintenant, qui est détenue à 100% par ses salariés et par ses dirigeants. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, on a un chiffre d'affaires qui oscille entre 5 et 6 millions d'euros par an pour une équipe de 40 à 50 personnes. Donc, implantation en région sud, aussi à Paris, aussi à Bruxelles. Aujourd'hui, on est intervenu dans plus de 80 pays, dont 6 pays où actuellement nous avons une présence permanente, qui sont la Colombie, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Tchad, Madagascar et le Liban. Donc il y a 3 pays sahéliens, hein, c'est un peu notre zone historique, mais aujourd'hui ça représente que 20 à 25% de notre chiffre d'affaires. Donc notre marché, c'est l'aide publique au développement. Donc nos clients principaux, c'est l'Agence française de développement, c'est l'Union européenne, c'est la Banque mondiale, c'est les agences des Nations Unies, etc., ou des ONG ou des collectivités locales françaises qui ont une action internationale dans les pays du Sud. Nos métiers principaux, c'est l'eau et l'assainissement, les déchets, l'irrigation, l'énergie, le développement urbain au travers de notre société sœur qui s'appelle Urba Consulting, et le renforcement des capacités qui est évidemment un sujet très important dans tous ces pays-là. Juste pour finir sur la présentation de Hydro-Conseil, on intervient sur l'ensemble du cycle projet. On fait beaucoup de préparation de projets, que ce soit des préparations très amont ou des études de faisabilité. On fait de la mise en œuvre de projets, le plus souvent en tant qu'assistant technique à la maîtrise d'ouvrage. Et on fait aussi beaucoup d'évaluation et d'élaboration de produits de connaissances, voilà, de la capitalisation. Ça, on fait aussi beaucoup à Hydro-Conseil. Alors, le marché de l'Afrique de l'Est, nous, on y est depuis quasiment 25 ans, puisque le premier projet, qui était un très, très beau projet, il s'est déroulé à Zanzibar, voilà, sur des questions de mobilisation des ressources en eau. Depuis, on a exécuté une centaine de prestations sur quasiment tous les pays de la zone, puisqu'on a travaillé au Burundi, à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, en Somalie, au Somaliland, au Soudan du Sud, en Tanzanie, j'en oublie certainement, mais je pense que c'est à peu près ça. Alors, sur ce marché, alors encore une fois, je ne prétends pas parler au nom de toutes les entreprises qui souhaiteraient intervenir en Afrique de l'Est. Hein. Moi, j'ai forcément mon prisme qui est celui de l'ingénierie et de l'aide publique au développement. Mais notre expérience, c'est que c'est un marché plutôt mature, qui est très concurrentiel, avec notamment beaucoup d'intervenants qui sont sur les liens historiques que l'Afrique de l'Est a avec le continent indien notamment. Donc il y a beaucoup de bureaux d'études par exemple qui ont des racines, voire qui sont des filiales de bureaux indiens. Alors évidemment, il y a un énorme besoin d'infrastructures, notamment dans le secteur de l'eau, dans le secteur de l'énergie. Alors nous, on connaît un peu l'économie bleue à Hydro-Conseil. Alors c'est vrai qu'on ne s'occupe pas de la partie maritime portuaire, même si la question des ressources en eau côtière est une chose sur laquelle on travaille beaucoup, de plus en plus. Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont intéressantes, je pense, à la connexion entre les différents secteurs, notamment l'eau et l'énergie. Il y a la question quand on parle d'économie bleue, il y a forcément un point qui apparaît très rapidement, c'est la question des économies d'eau, que ce soit sur les réseaux de distribution d'eau potable, que ce soit sur les réseaux d'irrigation. Et évidemment, l'eau qu'on économise, c'est de l'eau qu'on ne pompe pas. Donc il y a à la fois un enjeu environnemental, il y a un enjeu aussi en termes d'efficience, et donc d'efficience énergétique notamment. Alors, le marché, les enjeux sur l'Afrique de l'Est ont déjà été présentés, hein, mais donc il y a vraiment à la fois un enjeu sur la partie infrastructure, et là je parle au sens large, que ce soit des réseaux d'eau,
des petites centrales électriques, etc., etc. Et il y a aussi une grosse demande sur de l'ingénierie, et notamment de l'ingénierie sur des technologies innovantes en matière soit d'économie d'eau, soit de gestion du risque climatique, etc. Alors, si j'avais la prétention de donner des conseils aux entreprises qui s'intéressent à l'Afrique de l'Est, alors encore une fois, hein, moi je travaille dans le domaine de l'ingénierie. Je pense qu'il y a vraiment une stratégie à chercher une valeur ajoutée maximum. Les entreprises françaises, et notamment le secteur de l'ingénierie, a quand même une très bonne réputation et une très bonne avance, on va dire, technologique dans le secteur de l'eau, de l'environnement, de l'assainissement, etc. Donc ça, il faut vraiment chercher à optimiser cette valeur ajoutée, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un marché qui est très mature. Il y a beaucoup de bureaux locaux qui sont installés, qui sont tout à fait crédibles, qui sont très solides. Donc nous, on va peut-être plutôt chercher à leur apporter une expertise, entre guillemets, de niche sur des sujets pointus en particulier. Ça a aussi été dit par mon prédécesseur, l'importance des partenaires. C'est vraiment un point fondamental si on veut se développer et garder un pied sur le marché de l'Afrique de l'Est. Il y a énormément d'entreprises, il y a beaucoup de start-up aussi, hein, dans des pays comme le Kenya, comme la Tanzanie, qui n'ont rien à envier en termes de technologie aux start-up européennes. Donc il faut apprendre à les connaître, il faut apprendre à les mobiliser, il faut vraiment nouer des partenariats, voilà, fidéliser les partenaires, c'est un point fondamental. Et puis pour terminer, peut-être une recommandation aussi, c'est d'être force de proposition. Les partenaires, notamment les partenaires publics dans les pays d'Afrique de l'Est, ils sont tout à fait intéressés à ce qu'on vienne leur présenter des projets, les accompagner dans la mise en œuvre de projets. Donc il ne faut pas hésiter à être force de proposition, notamment sur des sujets environnementaux, climatiques, etc. Aider les partenaires à aller chercher les financements. Et heureusement, pour les entreprises françaises, et dans l'ingénierie en particulier, il y a quand même beaucoup d'opportunités de financement qui sont offertes par la DG Trésor, par la BPI, par Business France. Et donc tout ça, c'est vraiment, ça fait des entreprises françaises, ça leur donne une capacité, voilà, d'être force de proposition et d'aller monter des projets avec les partenaires directement dans les pays. Et c'est peut-être presque plus intéressant que de passer par le système des appels d'offres publics. Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps et merci beaucoup. C'est parfait. Écouté. Merci beaucoup Bruno pour ce retour terrain et voilà, ces 25 années d'expérience que vous mettez à profit de nos auditeurs. Un grand merci Jérôme, un grand merci Ludovic et encore une fois Bruno pour vos brillantes interventions. Nous vous donnons donc rendez-vous pour la suite du Campus Afrique et le prochain atelier. Et bien évidemment, Ludovic, Jérôme et Bruno sont à votre disposition sur le terrain. Une belle fin de journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.